Bonjour et bienvenue au Club de l'économie. Alors Jean-Marc Jancovici, bonjour. Dans le contexte actuel de croissance faible, de contraintes environnementales de plus en plus fortes, comment voyez-vous l'avenir de la consommation énergétique dans le monde ? Ce qu'on est en train de constater aujourd'hui au plan mondial, c'est qu'on commence à voir apparaître une double facture, celle des ressources non renouvelables dans lesquelles on a tapé pour l'essor industriel dont certaines commencent à souffrir, et par ailleurs celle de l'exutoire, c'est-à-dire tout ce qu'on déverse dans l'environnement et commence à y en avoir un peu trop, et donc qu'il s'agisse des conditions de vie des poissons dans la mer ou de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, il y a un certain nombre d'endroits où les poubelles commencent à déborder, on va dire. Alors, sur le plan économique, plus il y a d'énergie, plus on transforme, et plus on veut transformer, plus il faut d'énergie. Donc, plus on veut de PIB, plus il faut d'énergie, puisque le PIB mesure, avec des euros cette fois-ci, la transformation. Aujourd'hui, on rentre dans un cadre contraint sur le pétrole à l'échelle mondiale. En fait, on y est rentré il y a 10 ans à peu près. En 2005-2006, la production mondiale de pétrole brut, donc pas de liquide globalement, mais de pétrole brut, s'est arrêtée de croître. Il s'en est ensuivi des troubles économiques aux États-Unis, le retournement des prix de l'immobilier, ralentissement de la croissance, etc., qui a débouché sur une crise financière, et on connaît la suite, l'économie qui s'est mise à tourner au ralenti. En fait, l'économie ne s'est pas redressée derrière, parce que le pétrole ne s'est pas redressé. Et on rentre aujourd'hui dans un contexte dans lequel, comme le pétrole va plafonner pendant encore quelques années avant de commencer à décroître, on va avoir une économie qui sera de plus en plus contrainte. Dire qu'on est contraint, ça veut dire qu'il va falloir choisir. Et comme on a par ailleurs les problèmes environnementaux qui croissent et qui continuent à croître, pour traiter ces problèmes environnementaux, il va falloir faire d'abord ce qui permet de se débarrasser de la plus grande partie du problème en dépensant le moins d'argent possible. Donc on va devoir suivre une règle si on veut préserver la paix, parce que c'est bien ça le sujet, préserver les problèmes environnementaux, c'est préserver la paix, on a besoin de la planète pour vivre. Eh bien, on va devoir commencer par s'attaquer au problème en dépensant le moins d'argent possible pour régler quelque chose. Et par exemple, dans le cadre du climat, ça veut dire qu'il faut commencer à s'attaquer au problème en dépensant le moins d'euros possible pour éviter une tonne de CO2. C'est ça qui doit être la grande règle qui doit nous inspirer à partir de maintenant, parce que dans un monde sans croissance, on n'a plus le temps de faire essai-erreur, ce qui caractérise les sociétés en croissance. Vous faites un truc, ça ne marche pas bien, vous dites c'est pas grave, j'ai le temps devant moi pour corriger les bêtises, parce qu'effectivement, une société en croissance, vous avez de plus en plus de moyens, donc si vous n'avez pas bien fait du premier coup, vous corrigez après. Société sans croissance est une société où si vous dépensez votre argent sur un truc qui ne sert à rien, par construction, vous ne l'avez plus pour le dépenser sur quelque chose qui sert de manière effective. Et dans ce contexte, donc vous dites, la solution, ce ne sont pas les énergies renouvelables, mais c'est le nucléaire. Alors pourquoi ? Si je suis un peu plus précis, quand on est dans un pays des moyennes latitudes, donc l'Europe, qu'on a le soleil qu'on a aux moyennes latitudes, je rappelle que ce qui caractérise la latitude, c'est l'insolation, c'est l'angle par rapport au soleil, et que par ailleurs, on a du vent sur les côtes, mais beaucoup moins une fois qu'on rentre dans l'intérieur des terres. Penser qu'on va substituer un mode qui est pilotable, comme le nucléaire, et qui, dans des conditions économiques que je pourrais qualifier de normales, n'est pas si cher que ça, par quelque chose qui dépend du soleil, pas très abondant aux moyennes latitudes, et du vent, et derrière lequel il faut rajouter une couche pour rendre le système pilotable, parce qu'on ne va pas si on veut vivre demain matin dans une société où les trains n'avancent que quand il y a du vent ou que quand il y a du soleil, ça va poser quelques petits problèmes d'organisation qu'on ne sait pas gérer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel il faut qu'on rende l'électricité disponible quand l'usage en face est vraiment là. Et à ce moment, ça veut dire que les modes non pilotables, on doit les compléter de quelque chose qui permet de les rendre à nouveau pilotables. Et le coût système de cet ensemble, très faible quand on a quelques pourcents d'électricité non pilotable, devient dominant quand on se met à avoir essentiellement ça. Non pilotable, ça veut dire qu'on ne peut pas le stocker en quelque sorte. Ça veut dire qu'on ne peut pas décider quand la production arrive. Voilà. Ce n'est pas vous qui décidez quand il y a du vent ou du soleil. Alors qu'avec une centrale à charbon, à gaz, hydraulique ou nucléaire, et la reprendre. Vous décidez quand l'électricité arrive, vous tournez le bouton et vous en avez plus ou moins. Donc dans un monde où vous auriez essentiellement de l'électricité non pilotable, tout le système qu'il faut mettre autour pour qu'on continue à avoir à l'aval des choses qui fonctionnent à peu près, et que vous ne fassiez pas non plus votre lessive avec une machine à laver juste quand il y a du vent ou du soleil, le coût système de cette affaire, il est 10 à 40 fois plus élevé qu'avec du nucléaire. Dit autrement, si vous regardez les investissements qui sont nécessaires pour avoir la même quantité d'électricité sur l'année
quand vous avez vraiment envie de consommer de l'électricité, même si on peut décaler quelques petits trucs, eh bien, il faut mettre 10 à 40 fois plus d'argent sur la table si vous avez éolien ou solaire, plus les moyens de compenser l'intermittence, que si vous avez du nucléaire. Et je pense que dans la société en décroissance dont je viens de parler juste avant, nous n'aurons pas cet argent. Et donc si on se dit « je veux éviter du charbon et du gaz dans la production électrique », juste avec des éoliennes et des panneaux solaires et les moyens de stocker derrière, on n'y arrivera pas. Donc il faut prendre le risque du nucléaire. Donc il faut prendre le risque du nucléaire, absolument, parce que ce risque est somme toute beaucoup moins important que le risque de pas de nucléaire, qui est le risque d'un changement climatique et d'un approvisionnement économique déclinant rapidement, avec derrière les troubles économiques, donc sociaux et politiques, qu'on va avoir. Et un jour, comme l'a très bien écrit Marcel Boiteux il y a 10 ans, si on a une décrue énergétique subie qui va trop vite, on se retrouvera en dictature, indépendamment de tout problème de changement climatique. Je n'ai pas très envie de ça. Alors nous sommes à quelques mois, enfin la COP21 a fermé ses portes il y a quelques mois. Des engagements ont été pris, notamment en termes de réduction des hausses de température. Alors quelles sont selon vous les mesures à prendre d'urgence pour essayer de respecter ces engagements ? L'engagement qui a été pris à Paris, c'est-à-dire les fameux 2 degrés de hausse de température, ont une traduction physique majeure qui est que les émissions planétaires doivent être divisées par 3 d'ici à 2050. Donc je prends les émissions actuelles et je dis en 2050, je n'émets plus que le tiers de ça. À ce moment, ça donne, c'est comme au patinage artistique, quelques figures imposées, c'est-à-dire il y a des choses auxquelles on n'échappera pas si on veut respecter cet objectif. Une des choses auxquelles on n'échappera pas, c'est de supprimer le charbon dans la production électrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1800 gigawatts de centrales à charbon dans le monde, c'est-à-dire 30 fois plus que les centrales nucléaires françaises. Et ils s'en ouvrent tous les jours. Et ils s'en ouvrent tous les jours. Jusqu'à une période récente, c'est moins vrai maintenant, mais la Chine mettait en service toutes les semaines l'équivalent d'une centrale nucléaire, mais au charbon. Donc en une année, ils avaient installé la capacité française nucléaire, à peu de choses près, mais au charbon. Le charbon a augmenté sur les 15 dernières années 35 fois plus que le solaire. C'est-à-dire si je prends ce qu'on a fait en plus sur le solaire sur les 15 dernières années, je multiplie par 35 et ça me donne ce que j'ai fait en plus sur le charbon. C'est absolument monstrueux. Eh bien, ces centrales à charbon, il faut toutes s'en débarrasser d'ici à 2050, si on veut être sérieux, parce que le charbon, c'est 20%, les centrales à charbon, c'est 20% des émissions mondiales. Donc on décrète tout de suite l'arrêt des centrales à charbon. Donc sauf que c'est pas dans les mains de l'ONU. Donc en fait, quand à Paris, on dit il faut 2 degrés seulement d'ici à 2100, ça veut dire qu'on s'est donné un résultat, mais c'est pas l'ONU qui a la main sur les leviers de l'action, parce que c'est pas les Nations Unies qui décident ou pas si on construit des centrales à charbon dans un pays ou si on les arrête. Donc ce qui s'est décidé à Paris, ça doit être transposé derrière dans des politiques qui sont nationales, et il y a un peu moins de 200 pays dans le monde, ou supranationales et coordonnées par des entités qui en ont le mandat, comme par exemple l'Union européenne, mais pas que. C'est essentiel de garder en tête que de diviser par 3 les émissions mondiales, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire si on ne supprime pas toutes les centrales à charbon. Il y a plein d'autres choses qu'on ne sait pas faire, qu'on doit faire si on veut diviser par 3 les émissions. On va avoir beaucoup de mal à garder la production actuelle de ciment et d'acier qui, à L2, font 10% des émissions mondiales. On va avoir beaucoup de mal à continuer à manger autant de bœuf, sachant que l'alimentation, c'est pas loin de 30% des émissions mondiales. On va avoir du mal à conserver autant d'objets qui circulent sur Terre, parce que les transports, c'est 15% des émissions mondiales. Donc, on va avoir beaucoup de choses à faire en même temps. Et c'est la raison qui nous renvoie au début de cet échange, qui fait que quand on a beaucoup de choses à faire en même temps, on ne peut pas dilapider des milliards juste sur un caprice, parce que du coup, on n'est plus capable de faire toutes ces choses en même temps. Très bien. Eh bien, Jean-Marc Jancovici, merci.